Le rugissement des moteurs de chars déchirait l'air glacé, comme un tonnerre d'acier roulant sur la terre blessée d'Europe. La fumée noire montait en colonnes épaisses, et le sol vibrait à chaque détonation. Au milieu de ce chaos, un homme se tenait debout, la silhouette droite, les jumelles collées aux yeux, le commandant Armand Delacroix. Pour ces hommes, il était une légende, pour les colonnes blindées ennemies, un fantôme dangereux qu'on murmurait à voix basse. « Gardez vos positions, pas encore, murmurait-il, dissimulé derrière un talus, pendant que les chars ennemis avançaient, sur deux, en ligne parfaite. Dans le froid coupant de ce matin-là, la peur glaçait les mains de ces soldats autant que la température. Pourtant, quand Armand levait le bras, une sorte de calme étrange s'abattait sur eux. Il savait qu'il avait ce don, voir, en quelques secondes, ce que d'autres officiers ne percevaient jamais. L'angle mort. La faille. L'instant précis où le géant d'acier baisse sa garde. Maintenant, cria-t-il soudain. Les canons crachèrent le feu, les premières explosions éventrèrent la colonne de tête. En quelques minutes, ce qui semblait une marche triomphale de chars ennemis se transforma en cimetière de métal tordu. Au milieu des flammes, des hommes criaient, des chenilles tournoyaient dans le vide. Et dans ce chaos, Armand gardait le regard ferme, le cœur serré mais la main sûre. Sa stratégie venait, une fois encore, de sauver des centaines de vies. Ce jour-là, dans les rapports, on écrivit « Le commandant Delacroix a stoppé l'avancée blindée ennemie contre toute attente ». On le décora. On le salua. On le photographia, sourire discret, uniforme impeccable, poitrine alourdie de médailles. Héros de guerre. Génie tactique. L'homme qui faisait reculer les chars comme on repousse une vague. Mais ce que personne n'imaginait, c'est qu'un autre champ de bataille l'attendait. Un terrain bien plus silencieux. Sans uniforme, sans médaille, sans carte d'état-major. Un front invisible où les bombes s'appellent, fin de mois, facture, dette, sentiment d'échec. Car des années plus tard, loin du fracas des canons, ce même homme, craint par les tanks ennemis, se retrouverait dans une autre file d'attente, celle d'un bureau public gris et surchauffé, un dossier à la main, le regard perdu. Plus de uniformes. Plus de salut militaire. Seulement un numéro sur un ticket, et une voix glaciale qui annonce. Numéro 128, au guichet 3. Comment un commandant capable de déjouer les stratégies les plus complexes a-t-il pu être vaincu par ses propres comptes bancaires? Comment passe-t-on de la gloire militaire à la honte silencieuse de ne pas pouvoir payer un loyer? Avant de vous raconter comment Armand a perdu cette autre guerre, j'ai une question pour vous, dans votre vie, aujourd'hui, quel est votre plus grand champ de bataille financier? Où sentez-vous que, malgré votre courage et vos efforts, vous êtes en train de reculer pas à pas? Gardez cette question en tête, parce que l'histoire d'Armand risque de vous sembler étrangement familière. Il s'appelait Henri Delattre. En 1943, sur les cartes de l'état-major, il n'était qu'un nom à côté d'un symbole de char. Mais, dans les tranchées boueuses de l'Est, on murmurait simplement « Faites venir le commandant Henri, lui s'est arrêté les blindés ». Imagine un matin glacé de novembre. La brume colle au sol, les branches sont nues, et au loin on entend déjà le grondement sourd des chenilles d'acier. Henri sort de son abri, ajuste sa capote élimée, et observe la ligne d'horizon comme on lit un bilan comptable. Chaque relief, chaque fossé, chaque arbre isolé devient une information précieuse. Ces hommes l'entourent, nerveux, le souffle fumant dans l'air froid. « Mon commandant, ils sont nombreux, cette fois », murmure un lieutenant, les yeux fixés sur les colonnes ennemies qui avancent. Henri ne répond pas tout de suite. Il ferme les yeux un instant, écoute. Le martèlement régulier des moteurs lui rappelle un autre son, plus ancien, celui des marteaux dans l'atelier de son père, forgeron, dans un petit village sans banque ni livret d'épargne. Là-bas, on ne parlait pas d'investissement, encore moins de liberté financière. On parlait de tenir jusqu'à la prochaine récolte, de payer le boulanger, de faire avec. La seule chose que son père lui avait apprise sur l'argent, c'était qu'il fallait travailler dur et ne jamais se plaindre. Ils sont nombreux, oui, répond Henri enfin, la voix calme. Mais ils ne nous connaissent pas. Eux ont la puissance. Nous avons la stratégie. Positionner les canons là, là, et là-bas, derrière la ferme. Qu'ils avancent. Nous les ferons payer chaque mètre. Dans sa bouche, ce mot, payer, n'a encore rien de financier. C'est le prix en sueur, en courage, en peur avalée. À cette époque, Henri croit encore qu'il existe une justice automatique, si l'on paye le prix, si l'on souffre assez, la vie finit par rendre ce qu'elle doit.
Comme si l'univers tenait sa propre comptabilité morale. La bataille se déchaîne. Les chars ennemis flambent, les tirs résonnent, la terre tremble. Au milieu du chaos, Henry se déplace d'un abri à l'autre, rassurant, donnant des ordres précis, comme un chef d'entreprise lucide en pleine crise économique. Ses choix sauvent des dizaines de vies. À la fin du jour, l'ennemi recule. Ces hommes le regardent avec une admiration silencieuse. Pour eux, c'est un héros. Pour lui, ce n'est qu'un travail bien fait. Ce qu'Henry ignore, à cet instant, c'est que toute cette bravoure, tout ce leadership, toute cette capacité à lire le terrain, ne vaudront presque rien dans le monde qui l'attend après la guerre. Comme tant d'entre nous aujourd'hui, il croit que, être bon, se donner à fond, tout sacrifier, suffira pour que l'avenir soit assuré. Mais est-ce vraiment comme cela que l'argent, la sécurité et la liberté fonctionnent? Et toi, combien de fois as-tu cru que ta seule sueur garantirait ton futur? Nous allons voir, dans la suite de cette histoire, comment ce héros des champs de bataille va découvrir, brutalement, que le terrain financier obéit à d'autres lois, et qu'il ne les connaît pas encore. Les chenilles des chars allemands hurlent au loin, mais dans la tranchée boueuse où il se tient, le commandant Moreau respire lentement. La pluie fine colle son uniforme à sa peau, le froid mord ses doigts, pourtant sa voix reste calme quand il se penche vers le jeune radio tremblant. « Regarde-moi, Pierre. » Les yeux du soldat cherchent les siens, paniqués. Ils sont plus nombreux, mon commandant. On n'a plus que 2 chars en état. Moreau esquisse un sourire bref, presque paternel. Les chiffres, c'est pour les comptables. Nous, on joue avec autre chose, le terrain, le timing, et le courage. Tu vas transmettre mon ordre. On va les faire croire que nous sommes une armée entière. Il jette un coup d'œil au paysage dévasté, une plaine labourée par les obus, quelques maisons en ruine, une colline basse sur la droite. Dans sa tête, tout devient schéma, possibilité, risque calculé. Là où un homme ordinaire verrait seulement le chaos, lui voit un échiquier. Il se redresse, époussette machinalement la boue de son manteau, comme si un invité allait arriver à dîner. Section A, on recule de 50 mètres, mais en faisant un maximum de bruit. Je veux que les Allemands croient qu'on se replie en masse. Section B, vous restez cachés derrière la grange détruite. Quand ils avanceront, vous frappez sur le flanc. Vite. C'est maintenant qu'on écrit notre chance. Un adjudant proteste à mi-voix. Mon commandant, c'est trop risqué. Moreau le coupe doucement, sans colère. Tout est risqué, sergent. La question n'est pas, est-ce dangereux, mais peut-on se permettre de ne rien faire? Cette phrase, il la lance comme un ordre, mais au fond, c'est une croyance intime. Au combat, il a appris une chose fondamentale. L'inaction coûte plus cher que la mauvaise décision corrigée à temps. Il fera ce qu'il faut, s'adaptera, improvisera. Il croit profondément qu'avec de la stratégie et du courage, on peut toujours retourner la situation. Quelques heures plus tard, les chars ennemis, convaincus d'avoir devant eux une force importante en repli, s'engagent trop vite. Le plan de Moreau fonctionne presque comme prévu. Des colonnes blindées stoppées, des canons incendiés, des hommes sauvés in extremis. Dans le fracas des explosions, un capitaine crie. « Comment vous faites, mon commandant? Vous n'avez jamais peur ?» Moreau, couvert de suie, répond simplement. « Bien sûr que j'ai peur. Mais je lui interdis de décider à ma place. » Ce jour-là, ses décisions, ses paris maîtrisés, son sang-froid forge sa légende. Sur le terrain, il est le maître du risque. Il sait quand attaquer, quand reculer, quand sauver des ressources pour le moment décisif. Pendant la guerre, cette intelligence la vaut des médailles, des saluts, des regards admiratifs. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'une fois les canons réduits au silence, ce même mot risque prendra un autre visage. Dans le monde civil, loin des uniformes et des fanfares, il découvrira un champ de bataille où ses réflexes de stratège ne suffiront plus, et où l'ennemi sera beaucoup plus discret que des chars qui grondent à l'horizon. Devant ce guichet gris, sous le néon blafard, le capitaine Moreau sentit pour la première fois une peur différente de celle du front. Pas la peur des balles, mais celle du regard. De ce regard qui glisse sur vous comme si vous n'existiez pas. Devant lui, une file silencieuse d'hommes et de femmes, dossiers froissés contre la poitrine, comme s'ils portaient leur propre condamnation. Quand enfin ce fut son tour, la fonctionnaire leva les yeux, l'air fatigué, mécanique. Non? Capitaine, Moreau. Raymond Moreau. Il avait failli dire son grade en entier, comme on se présente à l'état-major.
Mais ici, ça sonnait presque ridicule. Profession. Il hésita. Profession. Autrefois, c'était simple, officier, chef de char, stratège. Maintenant? Actuellement, sans emploi stable, murmura-t-il. Le stylo de la femme grattait le papier sans lever les yeux. Plus il parlait, plus il sentait son passé disparaître entre deux cases cochées. Il sortit de sa poche une feuille soigneusement pliée, la lettre de recommandation signée par son ancien général. Il la posa devant elle, presque comme on dépose une médaille sur un coussin de velours. J'ai servi pendant toute la guerre. Elle lut en diagonale, hocha vaguement la tête. Ça ne change rien pour le calcul des allocations, monsieur. Je suis désolé. Votre dossier passe en commission, vous aurez une réponse dans. Elle griffonna une date approximative. Quelques semaines. Des semaines. Pour lui, les dettes ne parlaient pas en semaines, mais en jours. En sortant du bâtiment, le froid de la rue le frappa. Il avait affronté des hivers entiers sur le front de l'Est, mais ce froid-là était plus profond. C'était un froid intérieur, celui de se rendre compte que, dans ce nouveau monde, ses victoires ne valaient plus rien. Chaque pas résonnait sur le trottoir comme le rappel d'une erreur qu'il ne savait pas encore nommer. Il avait su gagner des batailles, mais jamais on ne lui avait appris à gagner sur le terrain de l'argent. Le soir, dans la petite cuisine aux murs ternis par la fumée, il étala ses factures sur la table comme une carte d'état-major. Sa femme, Claire, le regardait en silence, un torchon à la main. « On fera comment, Raymond » demanda-t-elle d'une voix douce, mais où perçait l'angoisse. Il traça des colonnes, en alignant les chiffres comme des divisions de chars. « Ce mois-ci, on paie le loyer et l'électricité. On repousse le reste. On négociera. Ça va passer. » Il parlait comme au front, lorsqu'il promettait à ses hommes qu'il tiendrait la ligne. Mais ses mains tremblaient légèrement en tenant le stylo. À chaque addition, la même gifle, les intérêts, les retards, les montants qui gonflent en silence. Dans la guerre qu'il menait maintenant, Lenny avait un autre visage, celui du découvert bancaire, du crédit à la consommation qu'il avait accepté, juste pour respirer un peu, sans comprendre la chaîne invisible qui, déjà, se refermait sur lui. Il repensa à cette phrase qu'un camarade lui avait lancée, quelques mois plus tôt, dans un bistrot enfumé. « Tu sais, Raymond, en temps de paix, ce ne sont plus les balles qui te tuent. C'est ce que tu ne sais pas sur l'argent. » Il avait ri, à l'époque. Maintenant, la phrase résonnait comme une prophétie. « Dis-moi, en l'écoutant, est-ce que tu reconnais quelque chose de toi dans ce qu'il vit? Ce moment où tu réalises que ton courage, ta compétence, tes efforts, ne suffisent pas à calmer le tourbillon des factures. Si oui, garde cette sensation en tête, parce que ce n'est que le début de la vraie bataille que Raymond va devoir affronter, celle qui ne se gagne ni avec des chars, ni avec des médailles, mais avec autre chose qu'il n'a jamais appris. Le matin où tout bascula pour lui ne résonna pas sous le tonnerre des canons, mais sous un simple mot, prononcé à voix basse derrière un guichet de métal, refusé. Le bureau administratif sentait le papier humide, le café froid et la résignation. Une file de gens, dossiers serrés contre la poitrine, regard perdu. Il tenait le sien comme on tient une dernière arme. Médaille épinglée sur la veste, photo jaunie, attestation. Preuve d'un passé où son nom faisait trembler les opérateurs radio de l'ennemi. La femme derrière la vitre, fatiguée, parcourut les papiers en silence. Le tic-tac de l'horloge, sec comme un tir isolé, remplissait la pièce. Elle releva enfin les yeux. « Votre demande d'allocation a été examinée. Vous ne remplissez pas les conditions. » Il cligna des yeux, comme si une lumière trop vive l'aveuglait. « Mais, j'ai servi 20 ans. 2 campagnes. La femme serra les lèvres, gênée. « Je comprends, monsieur. Mais ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les critères. Vous pouvez faire un recours, mais... » Le mot resta suspendu. « Mais... » Il connaissait ce « mais » sur le champ de bataille, le moment où un plan, pourtant parfait, rencontre la réalité brute. Sauf qu'ici, aucune manœuvre, aucune retraite stratégique ne semblait possible. Derrière lui, un homme plus jeune maugréa, « On peut avancer, là. On n'a pas toute la journée. » Il se retourna, prêt à lancer ce regard qui faisait se taire des pelotons entiers. Le jeune replia aussitôt les épaules, surpris par la flamme dans ses yeux usés. Puis, en baissant la tête, il s'écarta un peu. En sortant du bâtiment, le commandant sentit le froid le mordre au visage,
bien plus violemment que dans les forêts gelées qu'il avait connues. À l'époque, le froid était un ennemi à dompter. Aujourd'hui, il n'était qu'un rappel, le chauffage de l'appartement serait, encore une fois, un luxe à négocier. Sur le trottoir, les voitures passaient à toute vitesse, indifférentes. Il s'arrêta devant la vitrine d'une banque. À travers le reflet, il aperçut sa silhouette, dos légèrement voûté, vêtements usés. Derrière le verre, un écran affichait « Construisez votre avenir ». Plan d'épargne, investissement, sécurité. Les visages sur l'affiche souriaient, détendus, comme si l'avenir n'était qu'une simple signature au bas d'un contrat. Il murmura, presque pour lui-même, « sécurité ». Ce mot qu'il avait promis à ses hommes. Ce mot qu'il n'avait jamais su offrir à sa propre famille. Son fils, la veille, avait posé une question qui le hantait encore. « Papa, comment un homme qui a commandé des chars peut-il avoir peur de la boîte aux lettres ?» Il n'avait rien répondu. Comment expliquer que les bombes ne lui avaient jamais fait trembler les mains, mais qu'une enveloppe blanche marquée « Urge relance » pouvait lui couper le souffle? Et toi, en écoutant cette histoire, tu te reconnais un peu dans ce frisson silencieux, quand tu ouvres ton application bancaire ou ta boîte aux lettres. Cette sensation de mener une vie courageuse, mais de perdre chaque bataille dès que l'argent entre en jeu. Ce jour-là, devant la banque, le commandant comprit une chose brutale, personne ne viendra le sauver. Pas de renfort, pas de radio, pas d'ordre venu d'en haut. Juste lui, ses dettes, et un champ de bataille invisible appelé « vie civile ». Il ne le savait pas encore, mais c'est à ce moment précis que commençait sa vraie guerre. Celle qui allait l'obliger à questionner tout ce qu'il croyait savoir sur mérite, sacrifice et argent. Dans le bloc suivant, nous allons entrer dans ce virage, le moment où, acculé, il est forcé de regarder en face ses erreurs financières, et les nôtres. À ce moment de sa vie, le vrai champ de bataille de Jean n'était plus couvert de boue, mais de papier. Des formulaires, des factures, des relances. Les obus avaient changé de forme, c'étaient désormais des chiffres rouges en bas de feuilles A4. Un soir d'hiver, il rentra dans son petit appartement humide, les épaules voûtées, le manteau encore imprégné du froid de la rue. Sur la table, sous la lumière jaune d'une ampoule nue, l'attendait une pile de courriers. Il s'assit lentement, craqua une allumette pour allumer une cigarette, puis saisit la première enveloppe. Dernier avis avant saisie. Il lut à voix basse, comme s'il lisait un rapport de reconnaissance. Sa main se mit à trembler légèrement. Il posa la lettre, se massa les tempes. Devant lui, le héros de char d'assaut devenait un homme qui ne savait plus comment payer son chauffage. Il se surprit à murmurer « Comment ai-je pu perdre une guerre, sans ennemi devant moi ?» La phrase resta suspendue dans l'air, lourde, presque honteuse. En fermant les yeux, il revoyait le front, les cartes étalées, les flèches, les ressources comptées avec précision. Rien n'était laissé au hasard. Chaque litre d'essence, chaque obus, chaque ration avait une place dans le plan. Et maintenant, devant son propre budget, il agissait au jour le jour, sans stratégie, comme un soldat qui avancerait sans carte. Un jour, au bureau des aides sociales, après des heures d'attente dans une salle pleine de regards fatigués, une jeune employée osa lui demander. « Vous n'aviez rien prévu pour, après? Pour votre retraite ?» Il la fixa, un peu déconcerté. « Prévu? On m'a appris à tenir une ligne de front, pas un compte en banque. » Elle baissa les yeux, gênée, mais ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel canon. Prévoir. Planifier. Anticiper. 3 choses qu'il maîtrisait à la perfection à la guerre, mais qu'il n'avait jamais appliquées à l'argent. Et vous, si vous regardez honnêtement votre vie aujourd'hui, est-ce que vous avez un plan de bataille pour vos finances, ou est-ce que vous avancez au jour le jour, en espérant que ça ira bien? Vous vous reconnaissez un peu dans ce contraste entre la personne compétente dans un domaine, et complètement vulnérable dans l'argent. Parce que c'est justement au moment où j'en pris conscience de ce décalage que quelque chose commença à changer en lui. Pas encore une victoire, non, mais la naissance d'une nouvelle question, celle qui allait ouvrir la prochaine étape de sa véritable guerre intérieure. Marc se pencha en avant, comme pour partager un secret avec nous. « Vous savez ce qui m'a le plus choqué dans le dossier du commandant ?» demande-t-il doucement. Ce n'est pas le montant des dettes. C'est la répétition. Les mêmes erreurs, en boucle. Comme un soldat qui avance toujours sur le même champ miné. Il tourne une page, on entend presque le froissement du papier dans le silence. Regardez, crédit pour meubler l'appartement comme il faut, par respect pour la famille. Crédit pour aider un voisin dans le besoin, on ne laisse personne derrière.
Découvert bancaire pour offrir un bon Noël aux enfants, ils ont déjà assez souffert. Mac repose le dossier. Vous voyez le schéma. Chaque décision financière est une décision émotionnelle déguisée. Honneur. Générosité. Vergogne. Peur de décevoir. On imagine le commandant, dans un petit magasin de meubles des années 50, la vendeuse souriante devant lui, les affiches, paiement en plusieurs fois, facile, sans souci. Lui, raide dans son manteau usé, se disant intérieurement, ma femme a vécu les bombardements, elle mérite un vrai salaud. Mes enfants ne vont pas grandir sur des caisses. Il signe. Ce n'est pas un calcul, c'est une réparation. Il n'achète pas un canapé, il achète la sensation de ne plus être un mari qui a échoué à protéger les siens. Et nous? N'est-ce pas la même chose, aujourd'hui, avec nos cartes bancaires qui glissent trop facilement, nos paiements en 3 fois, sans frais? On ne clique pas sur « payer » parce que c'est raisonnable, on clique pour calmer une angoisse, combler un vide, prouver quelque chose à quelqu'un, souvent à nous-mêmes. Marc se tourne vers nous, comme s'il pouvait nous voir à travers l'écran. Dites-moi. Vous, là, de l'autre côté, quelle est l'émotion qui commande vos comptes? La peur de manquer? Le besoin de montrer que ça va? La culpabilité de dire non? Si vous deviez choisir un seul mot pour décrire votre plus grande douleur financière, ce serait lequel? Il laisse la question flotter, lourde mais nécessaire. Mettez-le en mots, ce mot-là. Écrivez-le quelque part. Dans les commentaires, dans un carnet, peu importe. Tant qu'il reste flou, il vous dirige. Le jour où vous le nommez, vous commencez à reprendre le commandement. Puis il ajoute, presque à voix basse, le commandant, lui, n'a jamais mis de mots sur sa blessure financière. Il avait appris à nommer les calibres des canons, les types de chars, les stratégies ennemies, mais jamais ses peurs devant une facture. Et c'est là que la guerre l'a rattrapé. Un léger silence. On sent que quelque chose se prépare. Dans un instant, je vais vous montrer le moment précis où sa vie financière a basculé définitivement, et ce qu'il aurait pu faire différemment, s'il avait compris à temps ce que je suis en train de vous dire. Il se tut un instant, le regard perdu sur la flamme vacillante de la bougie, comme si le passé revenait en noir et blanc devant ses yeux. « Tu sais ce qui m'a le plus détruit ?» demanda-t-il enfin. « Ce n'est pas la pauvreté. C'est la honte. La honte de faire la queue pour mendier une aide, après avoir commandé des hommes au feu. La honte de ne plus oser regarder tes enfants dans les yeux quand ils te demandent quelque chose et que tu dois répondre. On ne peut pas se le permettre. » Sa voix se brisa presque, puis il reprit, plus bas, sur le champ de bataille. « J'avais des cartes, des rapports, des ordres clairs. En temps de paix, personne ne nous a donné de cartes pour l'argent. On m'a appris à marcher droit sous la pluie de balles, mais jamais à marcher droit devant une facture. Alors j'ai fait ce que beaucoup font, j'ai fui. Je n'ouvrais plus les enveloppes. Je laissais les rappels s'empiler. Et chaque lettre non ouverte était comme un tank ennemi dans mon propre salon. » Il esquissa un sourire amer. « J'ai cru que le problème, c'était le montant sur le papier. En fait, le problème, c'était ce que je ressentais quand je le lisais. La peur. La colère. L'injustice. Tant que tu ne sais pas quoi faire de ces émotions-là, tu peux gagner plus, travailler plus, tu restes prisonnier. Moi, j'étais encore en guerre, mais cette fois, contre moi-même. » Il se pencha vers toi, comme un officier sur le point de confier un secret stratégique. On nous a appris à glorifier le sacrifice, pas la construction. À souffrir en silence, pas à demander de l'aide. À se battre jusqu'au dernier souffle, pas à faire un budget ou dire non à une tentation. Tu comprends? Ce que je n'avais pas sur le champ financier, c'était une stratégie. Et surtout, une paix intérieure avec l'argent. Il laissa retomber son dos contre le dossier de la chaise, épuisé rien qu'en évoquant ces années. La guerre m'avait donné des médailles. Mais la paix m'a donné des factures et des peurs que je ne savais même pas nommer. Toi, au moins, tu peux encore mettre des mots sur ce qui te fait mal aujourd'hui. Il leva les yeux vers toi, interrogateur. Dis-moi, si tu devais être honnête une seule fois, là, maintenant, quelle est ta plus grande douleur financière? Celle que tu n'oses pas dire à voix haute, mais qui t'accompagne au lit le soir et se réveille avec toi le matin. Un silence dense s'installa dans la pièce. On n'entendait plus que le tic-tac d'une vieille horloge, comme un rappel discret que le temps passe, que les occasions se perdent, ou se saisissent. Il ajouta, d'une voix plus douce, « Tu n'es pas obligé de répondre à moi.
Mais réponds au moins à toi-même. Mets-le en mots quelque part. Écris-le. Partage-le. Tu serais surpris de voir combien d'autres portent la même blessure. Et parfois, la guérison commence là, quand on ose enfin nommer l'ennemi. Puis, avec une lueur inattendue dans le regard, il murmura, « On ne peut pas changer la guerre que j'ai vécue. Mais ta guerre à toi, celle avec ton argent, tes peurs, tes croyances, ça, on peut encore écrire la suite. » Le vieil homme se tut. Sa main, posée sur la photo jaunie de son régiment, tremblait à peine. Pendant quelques secondes, on n'entendit plus que le tic-tac obstiné de l'horloge au mur, comme si le temps lui-même retenait son souffle. « Alors, c'est comme ça que j'ai perdu ma dernière bataille, murmura-t-il. Pas sous les bombes? Sous les factures. » Il tourna vers toi son regard clair, marqué par les années, mais étrangement lucide. Tu sais, sur le front, je connaissais chaque risque. Chaque mètre de terrain, chaque barrière, chaque mouvement de l'ennemi. On m'avait appris à lire une carte, à anticiper, à protéger mes hommes. Mais personne ne m'a appris à lire un contrat. À anticiper l'inflation. À me protéger, de moi-même. De mon ignorance. De mes peurs. Il esquissa un sourire amer. J'ai su dire non à un colonel. Mais je n'ai jamais su dire non à un banquier, ou à mon propre désir de prouver que j'étais arrivé. Le silence retomba, plus lourd. On aurait dit qu'à travers ses yeux défilaient encore les défilés militaires, les médailles, les discours, et, juste derrière, les nuits blanches à compter les pièces, les lettres de relance, les humiliations silencieuses. Tu sais ce qui m'a le plus brisé? Continua-t-il. Ce n'est pas d'avoir manqué d'argent. C'est d'avoir cru, pendant des années, que ma valeur d'homme diminuait avec mon compte bancaire. Comme si j'étais passé de héros à raté au moment où les chiffres sont passés dans le rouge. Il se pencha un peu vers toi. Si j'avais compris plus tôt que l'argent n'est qu'un outil, un champ de bataille de plus à apprendre à connaître, j'aurais cherché de l'aide au lieu de me cacher. J'aurais parlé, au lieu de me taire. J'aurais accepté d'être débutant dans ce domaine, comme j'avais accepté d'être simple recrue autrefois. Puis son ton se fit presque tendre. Toi qui m'écoutes, tu n'as peut-être jamais conduit un char. Mais tu as tes propres fronts, tes propres dettes, tes propres peurs. Dis-moi, c'est où, aujourd'hui, que tu te sens assiégé dans ta vie financière? C'est quoi, ta plus grande douleur, la peur de manquer, la honte de devoir, le poids de soutenir tout le monde, ou la sensation de n'avoir jamais appris à jouer ce jeu? Il inspira profondément, comme pour te laisser de la place. Mets des mots dessus. Écris-le. Là, maintenant. Parce qu'un ennemi que l'on nomme devient un ennemi que l'on peut affronter. Tant que tu gardes ça dans le silence, tu restes seul dans ta tranchée. Mais à partir du moment où tu partages ta bataille, tu peux commencer à construire ta stratégie. Ses doigts effleurèrent une dernière fois la photo, puis il ajouta. On ne peut pas changer ce que j'ai vécu. Mais on peut faire en sorte que mon histoire ne se répète pas avec toi. Si tu veux apprendre à mener tes guerres d'aujourd'hui avec plus de calme, plus de clarté et moins de chaos, reste avec moi. Ici, on va parler de ce que personne ne nous a enseigné à l'école, comment protéger ton avenir avec la même discipline qu'on protégeait, autrefois, une ligne de front. L'horloge sonna. Le vieil homme se leva avec lenteur, ton regard toujours accroché au sien. La prochaine bataille, conclut-il doucement, ce ne sera pas contre des chars. Ce sera contre tes habitudes, tes croyances et ton silence. Et celle-là, tu n'as pas besoin de la mener seule.